Mesdames, Messieurs les membres de la direction nationale du MPR, Mesdames et Messieurs les militants, la rencontre d'aujourd'hui est une rencontre essentiellement avec la presse. Mais nous sommes toujours honorés lorsque, à l'occasion de nos activités, certains responsables et militants, malgré leur occupation, et je sais que vous êtes très occupés actuellement à la base, nous font l'honneur de venir à nos côtés, écouter et peut-être pour mieux maîtriser aussi les messages du parti. Quant à nos amis de la presse, pour lesquels s'organise cette rencontre, à l'intention desquels s'organise cette conférence, je voudrais d'avance les remercier en disant que le MPR, plus que tout autre parti politique, pendant son parcours, a bénéficié de l'assistance de la presse dans les années les plus difficiles de son existence. Et c'est pourquoi tous les événements importants sur lesquels nous voulons présenter notre vision, notre analyse de la situation, nous faisons l'honneur à la presse de lui en donner la primeur avant de faire un exposé au niveau national. Mesdames et Messieurs, à la fin des débats, on vous remettra un document intitulé « Note de présentation du projet du candidat du MPR pour l'élection présidentielle ». Ce projet lui-même fera l'objet d'une édition spéciale, un livret qui va sortir, où nous présentons notre analyse sur les causes de l'effondrement de l'État, notre vision et nos engagements pour le Mali. Mesdames et Messieurs, restituer au Mali son honneur et sa dignité est le slogan de campagne que les militants du MPR ont choisi pour leur candidat. Cette proposition se justifie par le fait que l'élection présidentielle prévue le 28 juillet 2013 aura lieu dans un contexte particulier, voire inédit, le contexte d'un pays pratiquement sous tutelle. Certains se passeront de l'examen des causes qui ont engendré cette situation, pour l'une des deux raisons suivantes. Soit qu'ils estiment, et nous pensons à tort, cet examen non nécessaire, soit qu'ils se sentent gênés pour l'effectuer pour des raisons personnelles évidentes. Cependant, mesdames et messieurs, cet examen s'avère indispensable pour notre pays, meurtri et humilié, car, comme le dit l'adage populaire, la plaie ne saurait se cicatriser sur le pu. Il n'est nullement question d'occulter les problèmes qui se posent aux populations, les problèmes relatifs à leur mieux-être dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation, des affaires sociales, de la culture, de l'environnement et des loisirs. Cependant, mesdames et messieurs, aucun de ces problèmes ne saurait trouver une solution pérenne si l'on ne commence pas par la refondation de l'État et de la nation. Refonder pour édifier de nouveau, car les événements que notre pays a vécus, mesdames et messieurs, et qui se sont produits dans le courant du premier trimestre 2012, ont permis de découvrir jusqu'à quel point nous avons vécu dans l'illusion. Ce sont ces considérations, mesdames et messieurs, qui justifient l'articulation du discours que j'adresse au peuple malien. Au peuple malien autour de 4 thématiques.
l'effondrement de l'État, la trahison du peuple malien par ses élites, ma vision et mes engagements pour le Mali. De l'effondrement de l'État, il est une évidence. Si la nation malienne continue d'exister, il ne saurait en être autrement de l'État malien qui, lui, s'est totalement effondré dans le courant du premier trimestre de l'année 2012. Ne pas tenir compte de cette évidence, mesdames et messieurs, équivaudrait à persévérer dans l'illusion. En effet, durant la période concernée, deux événements majeurs ont marqué la vie de notre patrie. Ce fut d'abord la débâcle de notre armée face à une milice de moins de 500 hommes. Ce fut ensuite le coup d'État du 22 mars 2012 qui, quoi qu'on puisse dire, de facto, malgré les différentes tentatives de replâtrage, a mis un terme en réalité à la Troisième République. Nous n'avons pas manqué de nous poser la question: comment cela a-t-il pu nous arriver? Comment, par le monde, l'on n'a pas manqué de poser la question: comment cela a-t-il pu vous arriver? En effet, comment se fait-il que le peuple qui a régenté l'espace soudano-nigérien durant des siècles, qui a opposé la plus farouche résistance à la pénétration puis à la colonisation, qui de 1945 à 1990 a retenu l'attention par son nationalisme sourcilleux, comment se fait-il que ce peuple ait pu sombrer dans le néant en un trimestre? Ces questions ne manquent pas de pertinence et leurs réponses ne sauraient être altération de la réalité. Aussi, situer les responsabilités se relève indispensable pour que plus jamais notre pays, notre nation ne connaissent de nouveau le traumatisme que nous avons vécu. Les réponses à ces questions, mesdames et messieurs, tiennent au fait que le passage de la Deuxième à la Troisième République s'est effectué sur fond de violence, sur fond de mensonges, de collision avec la rébellion touareg, d'amateurisme, de dilettantisme, voire de naïveté. La conséquence de tout cela, nous nous sommes installés pour nous y complaire dans l'inauthentique. De la trahison du peuple par ses élites, le peuple malien, mesdames et messieurs, après 91, a été trahi par son élite, non par son armée. En nous installant dans l'inauthentique, nous avons cessé d'avoir foi en nous-mêmes, de penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes, pour nous en remettre à des recettes pas toujours adaptées à nos réalités. Nous aurions dû nous poser, mesdames et messieurs, un certain nombre de questions. Pour ne l'avoir pas fait, nous avons été entraînés dans une gestion calamiteuse du pays. Les questions qui auraient dû être posées, elles sont nombreuses, mesdames et messieurs. Mais par souci d'efficacité, j'en ai sélectionné 6, qui sont les suivantes. Durant 2 décennies, plutôt que de poser les questions de fond et de convier à leur trouver des solutions, les élites ont considéré le pouvoir comme une sinécure. Les questions de fond qui auraient dû être posées, mesdames et messieurs, et qui ne le sont pas, sont entre autres: quels enseignements tirer de notre histoire pour donner à notre pays et à notre peuple des institutions dans lesquelles ils puissent se reconnaître et s'épanouir? Cette question n'a jamais été posée de façon fondamentale et y réfléchir. Deuxième question que nous ne sommes pas posées. À l'issue des 2 consultations en 1992, un texte, celui de la Constitution, que nul n'a lu, rédigé dans une langue que maîtrise correctement à peine 5% de notre population, et puis mobiliser plus de personnes, 2,2 millions de votants,
qu'un être en chair et en os, et qui, lors de la campagne électorale, a sillonné l'ensemble du territoire national pour se faire connaître des populations, se faire entendre d'elles, le président de la République, élu avec 693 000 voix sur une population de 10 millions d'habitants. Troisième question, que faire pour maintenir nos forces armées et de sécurité dans un état leur permettant de faire face avec efficacité à toute tentative de déstabilisation, qu'elle soit d'origine interne ou externe? Quatrième question, l'école que nous nous échinons à soigner est-elle réellement l'école qu'il nous faut? Cinquième question, ne faut-il pas infléchir la réflexion afin que la croissance économique se traduise par une plus grande intégration sociale? Et dernière question, mesdames et messieurs, que nous aurions dû nous poser est la suivante. Comment exercer un contrôle républicain sur ceux à qui nous avions, en toute souveraineté, choisi de confier le pouvoir? En effet, mesdames et messieurs, un fait aurait dû nous interpeller. Il s'agit d'une déclaration pleine de sens et lourde de conséquences, prononcée par le président de la République le 28 mai 1994, devant le gouvernement et toutes les institutions de la République réunies au complet pour la circonstance et le corps diplomatique. Elle constitue une justification, un soutien politique à la rébellion et à son idéologie. Voici cette déclaration. Je cite, « La rébellion des populations du Nord avait pour objectif légitime la renégociation des conditions de leur participation à la nation malienne. » C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Leur combat était d'essence démocratique, je cite toujours. C'était un combat pour l'honneur et le développement. C'était un combat contre une manière de gérer les affaires de notre pays, dont tous les Maliens ont souffert. En son temps, nous avons soutenu ce combat. Fin de citation. C'est le président de la République qui parle. Dès lors, mesdames et messieurs, toute la philosophie de la gestion de la rébellion, pendant plus de 20 ans, a obéi à cette prise de position politique. L'État malien n'a plus voulu faire face à la rébellion, comme l'ont fait les autres pays, confrontés à des situations similaires. Cette sixième question, mesdames et messieurs, en appelle les 5 suivantes. Le premier magistrat de la République, garant de l'unité nationale et de l'intégrité de son territoire, a-t-il suffisamment évalué la portée et les conséquences de ses propos? Que reste-t-il? Quel respect a-t-il pour les agents de l'État déployés au nord, fonctionnaires et militaires, parfois avec les membres de leur famille, qui ont été sauvagement assassinés par les rebelles? Quel respect a-t-il pour nos voyants soldats qui ont consenti le sacrifice suprême alors qu'ils étaient pour certains à la fleur de l'âge? Le soldat malien acceptera-t-il dans l'avenir de se sacrifier pour que le Mali reste un et indivisible? Quelles que soient les conditions qui prévalent dans un pays, peuvent-elles justifier, de la part du président de la République, la rébellion armée d'une minorité contre le reste du peuple? Et enfin, depuis quand l'appartenance à une nation peut-elle faire l'objet de négociations? Voilà, mesdames et messieurs, les questions que les Maliens, l'élite malienne a refusé de se poser. Et la conséquence, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mesdames et messieurs, le deuxième élément de cette trahison dont je parlais des élites porte sur l'école et l'armée. Sous la Troisième République, mesdames et messieurs, incontestablement, beaucoup d'investissements ont été consentis dans les infrastructures, routes, hôpitaux, centres de santé, aménagements agro-agricoles, télécommunications. Cependant, ces réalisations ne suffisent pas pour occulter ce qui aujourd'hui s'apparente à un immense champ de ruines, avec le spectacle qu'offrent l'école et l'armée, les 2 piliers de la nation qui ont été instrumentalisés pour obtenir le changement politique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une école qui a cessé d'en être une, avec l'armée qui était la plus puissante de l'Afrique occidentale francophone, transformée
en une armée d'opérette. Comme le dit l'adage, mesdames et messieurs, on n'est jamais trahi que par les siens. Nous affirmons que le peuple malien a été trahi par ses élites. C'est ça la conséquence de ce que nous vivons aujourd'hui. Mesdames et messieurs, à l'issue de cette analyse, ma vision sur le Mali va porter sur 5 axes. D'abord, rebâtir l'État. Deuxièmement, réaffirmer l'unité du peuple et l'intégrité de son territoire. Troisièmement, restituer au peuple le pouvoir. Et enfin, former le citoyen pour assurer l'épanouissement de la femme et redonner confiance à la jeunesse. Voilà les 3 piliers autour desquels est bâtie ma vision. Mesdames et messieurs, le reste du document pour la presse, pour son exploitation, chacun de ces chapitres a été suffisamment développé et je m'en vais à mes engagements. Mes engagements vis-à-vis du peuple malien, qui découlent de ma vision. Je m'engage, mesdames et messieurs, à faire en sorte que le Malien aime son pays et en soit fier, qu'il serve son pays et qu'il ait confiance en l'État. Il s'agit de permettre à notre pays de relever les défis en s'appuyant sur nos valeurs de civilisation qui fondent notre identité. À cette fin, j'ai conçu un projet qui s'articule autour des objectifs consistants. Premièrement, à réhabiliter l'État en restaurant ces 2 attributs que sont la force et le droit, pour qu'il puisse garantir la sécurité, des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national, en la fondant sur la moralisation de la vie publique et de la vie politique. Deuxièmement, rendre l'économie plus dynamique, de manière à l'amener à satisfaire à la demande sociale pour plus de facilité dans les conditions d'existence des populations. Et troisièmement, garantir pour tous, dans la mesure des moyens disponibles, une formation de qualité, autorisant une insertion dynamique des jeunes et des femmes, des villes et des campagnes, dans la production et la répartition des fruits de la croissance économique. Mes engagements, mesdames et messieurs, sont pris sur la base de la vérité, sans laquelle rien de durable ne peut se concevoir. Mes engagements sont pris aussi sur la base de la réconciliation et du pardon. Mes engagements sont pris sur la base de la recherche effrénée de la cohésion nationale. Mes engagements sont pris sur la base de la nécessité d'une lecture commune de notre passé en vue de l'assumer collectivement. Enfin, mesdames et messieurs, mes engagements sont pris sur la base de l'expertise et de l'expérience qui ont fait leurs preuves. Chacun de ces sujets. D'autre part, nous avons à travers le monde l'exemple de pays qui ont traversé des pires catastrophes, qui ont tout perdu, mais qui ont pu se relever, se rattraper et figurer parmi les grands de l'époque contemporaine. Ils sont des exemples à méditer, à imiter pour le Mali. Ce n'est pas pour rien que ceux dont nous nous réclamons héritiers, nos anciens, nos ancêtres, ont comme précepte de la vie plutôt la mort que la honte. C'est pour cette raison, mesdames et messieurs, qu'en cette année 2013, je vous convie à la lutte pour restituer à notre patrie, le Mali, son honneur, sa dignité et sa grandeur. Je veux instaurer, si je suis élu président de la République, avec la confiance du peuple souverain, détenteur du pouvoir et ses représentants, je veux crédibiliser la parole et l'action politique. La vérité, le respect des engagements pris guideront mon action pendant les 5 prochaines années, si je suis élu président de la République. La concrétisation d'un grand dessein, mesdames et messieurs, pour mon pays, nous commande d'engager avec optimisme
la bataille de l'excellence dans tous les domaines, de concilier les initiatives individuelles créatrices et les ambitions collectives. J'ai la profonde conviction que la participation et l'engagement de chaque membre de la communauté nationale sont le gage et la réussite de nos actions et de la réalisation des ambitions de notre pays. Au-delà des mesures que je vous propose, je veux également présenter aux citoyens maliens les valeurs qui fondent notre projet. Ces valeurs sont celles du travail, de l'autorité, de l'honnêteté, de la solidarité, de la fraternité, de la dignité, de l'honneur et de la grandeur du Mali. Ensemble, mesdames et messieurs, peuple malien, au coude à coude, pour l'unité et la défense de la patrie malienne, je vous remercie. Bonjour, monsieur le ministre Choguel Maïga. Monsieur le ministre, bonjour. Je dois avouer que j'ai été fasciné par ce que je viens d'entendre. Et ce n'est pas nouveau. Chaque fois qu'on vous écoute, eh bien, on sent toujours que... Donc, je recommence. Ça va mieux? Voilà. Donc, je disais que j'ai été fasciné par ce que je viens d'entendre. Et je dis que c'est une habitude que chaque fois qu'on écoute le docteur Choguel Maïga, on est toujours intéressé. Et ceci dit, ce que nous venons d'entendre est une critique de ce qui a été passé. Alors, la question que je me pose en entendant cela est la suivante. Comment ça se fait que les docteurs Choguel Maïga et les MPR se sont retrouvés du côté du FDR au cours de ces derniers mois, étant donné que le chaos qui vient de décrire a des acteurs, que ces acteurs sont connus et qu'ils sont massivement présents dans les FDR. Alors j'aimerais savoir, est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction? Merci. Dans votre intervention, vous avez utilisé des mots forts, des mots durs, des critiques acerbes pour décrire l'état de destruction du pays. Vous avez parlé de la trahison du peuple malien par ses élites dont vous faites partie. Dites-nous, quelles sont vos responsabilités dans cette trahison? Quels sont vos regrets personnels? Deuxième question, vous avez reconnu l'effondrement de l'État et vous avez proposé la refondation de cet État. Si vous êtes élu, quelle sera la priorité de vos actions par rapport à cette refondation? Je vous remercie. Prise partiellement, c'est Dina Oumadjara, Info Matin. Alors, effectivement, Monsieur le Président, vous avez parlé de la trahison du peuple malien par ses élites. Alors, ma question est de savoir, le MPR et ses cadres font-ils partie de cette élite, oui ou non? Ma deuxième question, qui est subsidiaire à la première, nous savons que le régime défunt est responsable de la faillite de l'État malien. Or, le MPR a accompagné ce régime-là. Alors, question, le MPR regrette-t-il son compagnonnage avec le régime défunt, oui ou non? Merci. Salam alaikum. Je suis là en tant que communicateur, mais au nom de Radio Nyata. Vous avez expliqué un peu ce qui s'est passé, vous avez rappelé, vous avez fait allusion sans le nommer, c'est M. Alpha Omar Konaré, par rapport à ce que revendiquaient en tout cas ceux qui ont pris les armes contre l'État malien. Mais moi, ce qui est plus important dans votre discours, vous n'avez pas à aucun moment fait allusion à la religion.
alors que la crise récente avait une connotation religieuse au nord. Et on sait très bien que MNLA, et ça c'est connu de tous, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais la nouvelle version ou la nouvelle approche de cette rébellion avait aussi des connotations religieuses. Et le Mali est un pays à 95, sinon 98% musulmans. Comment pouvez-vous faire une entrée politique sans faire allusion à la religion quand on sait aujourd'hui qu'à travers le président du Haut Conseil islamique du Mali qui avait dit, je le cite, que le Haut Conseil islamique ne donnera pas de consigne de vote, j'arrive, mais les musulmans sont suffisamment responsables pour savoir qui voter. Alors, pouvez-vous prétendre demander le suffrage des Maliens, alors sans faire allusion à l'islam ou à la religion? Vous avez dit que la Troisième République, c'est du passé. Alors, est-ce que politiquement, c'est correct alors de vous exprimer ainsi? Voilà ma question. Télévision. Monsieur le Président, moi, je voudrais vous poser une question qui... En fait, si vous êtes élu président de la République le 28 juillet 2013, comment allez-vous gérer la crise du Nord? Est-ce que vous allez remettre en cause ces accords de Ouaga ou bien est-ce que vous aviez une autre proposition pour le Mali? Ça, c'est la première question. La deuxième question, il y a une crise dont les Maliens ne parlent pas beaucoup, même s'ils le vivent au quotidien, c'est la cherté de la vie. Alors, si vous êtes élu président de la République, qu'est-ce que vous comptez faire pour amoindrir le panier de la ménagère? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que, en tout cas, pour ceux-là qui vont au marché régulièrement, ça ne va pas. Merci, Monsieur le Président. Au moment où nous élaborions ce discours, vous imaginez que ça fait l'objet d'un long débat au sein même de notre parti. Et effectivement, beaucoup avaient dit que ce discours nous créera plus de problèmes qu'il n'en résout, parce qu'on nous posera des questions qui nous mettront mal à l'aise. Mesdames et messieurs, ce que je voudrais vous dire, en tout cas ceux qui ont suivi le parcours de notre parti, nous n'avons jamais tergiversé avec ce que nous pensons. Chaque fois que nous avons estimé que quelque chose est vrai et bon pour le pays, nous l'avons dit et assumé, même lorsque nous ramions à contre-courant. Le parcours du MPR en est l'illustration de sa création à aujourd'hui. Les derniers événements qui sont passés ces 2 dernières années en sont l'illustration. Vous auriez constaté que beaucoup d'acteurs, depuis le 22 mars, ont dit tout et son contraire. Comme on le dit en Bambara, il y en a qui ont dit Tchou et Tcha. Beaucoup se sont plaints même dans notre parti. Pourquoi on ne parle pas? Nous avons dit que nous observons. Parce qu'en réalité, il y a trop d'inconnus pour se jeter dans la situation aujourd'hui même et sans l'analyser. Vous auriez constaté que lorsque il y a eu les différentes rencontres de Ouaga, toute la classe politique s'est bousculée. À la rentrée de l'avion, vous avez toujours cette image-là, où les gens se bousculaient pour avoir une place, pour aller à Ouaga. Nous avons dit en son temps que nous préférons parler des problèmes maliens ici. Et surtout, la façon dont les choses se sont passées, où les Maliens sont allés se donner un spectacle devant un chef d'État étranger, a fini par nous donner raison. Récemment encore, par rapport aux élections, la quasi-totalité des Maliens, des acteurs politiques, dans l'administration, sait que les élections ne sont pas préparées, sait que nous ne sommes pas dans des conditions de tenir des bonnes élections. Mais chacun se dit, ah, si je le dis, est-ce que je ne serai pas sanctionné par la communauté internationale? Est-ce qu'on va me comprendre? Est-ce que nous nous sommes assumés. Vous aurez entendu que nous sommes le premier, hier il y a un autre parti, qui a dit clairement que nous préférons qu'on repousse ces élections de 60 à 90 jours et réunir les conditions d'une meilleure élection que de nous précipiter comme si la date devient un fétiche à atteindre. Nous avons dit ça. Serions-nous écoutés ou non, c'est autre chose. Nous savons que l'écrasant de l'establishment politique, les bien-pensants ne veulent pas qu'on le dise, mais nous l'avons dit. Je peux continuer cette liste-là. C'est pour vous dire que nous nous attendions en tenant ce discours à des questions. Mais nous nous sommes dit au MPR qu'il faut apprendre à s'assumer. Il faut s'assumer parce que
On ne peut pas vouloir faire la politique, on ne peut pas vouloir diriger et vouloir être toujours apprécié et applaudi. Il y a des moments où il faut dire certaines vérités qui peuvent ne pas plaire, mais qui, avec le temps, montreront que nous avons raison. Vous avez dit, M. Tal, qu'on a critiqué ce qui s'est passé. Vous avez demandé comment est-ce que le MPR s'est retrouvé dans le FDR dont beaucoup de membres sont responsables du chaos que nous vivons. Ce sont vos questions. Est-ce que ce n'est pas une contradiction? Je voudrais vous rappeler que le MPR s'est retrouvé au sein du FDR pour deux raisons. Au lendemain du coup d'État de mars 2012, le MPR, spontanément, comme tout parti politique raisonnable et normalement constitué,